m'appelle Quentin Chardon, je suis du groupe des Gilets jaunes de Saint-Clair-du-Rhône. Je suis avec Daniel là. Et nous, on travaille sur le RIC depuis, enfin moi depuis, on va dire novembre 2018, quand j'ai rejoint le groupe des Gilets jaunes de Saint-Clair. Et Daniel, depuis un petit peu plus, je pense, déjà un petit peu. 2016. Ça fait déjà quelques années qu'en fait, on sait que ce type de référendum existe, en fait, et on a un petit recul déjà. On a mis à profit notre expérience des Gilets jaunes pour travailler sur ça. Le type de RIC, on propose un type de RIC unique, c'est-à-dire que le RIC qu'on défend, c'est le RIC en toute matière. RIC en toute matière, donc par exemple, pour pouvoir intervenir au niveau constitutionnel, au niveau législatif, mais aussi à d'autres niveaux, en matière de décret, par exemple, ou pour revenir sur une jurisprudence qui ne nous conviendrait pas. Parce qu'on sait qu'il y a de très nombreux organes qui sont censés être judiciaires de manière indirecte, par exemple ce qui concerne le Conseil constitutionnel, ce qui concerne le Conseil d'État, qui ont un véritable pouvoir législatif, puisque c'est eux qui vont décider quelles sont les normes applicables au final, même sans partir d'une loi, ils vont prendre des décisions qui vont avoir des conséquences en termes de loi ou en termes réglementaires. Et donc l'idée de ce RIC, c'est de pouvoir intervenir dans toutes ces branches, quelles qu'elles soient et quel que soit le niveau. Donc RIC en toute matière et également RIC écrit par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas de proposer une question, il faut qu'on ait un vote, un accord d'abord sur les termes de la question avant qu'elle soit soumise à référendum. C'est ce que signalait par exemple Mike TDI quand il parlait de différents types de votes, différents types de réponses, pouvoir répondre oui, non, blanc ou gris. Gris étant, je trouve que la question est intéressante, devrait être posée, mais j'ai besoin d'une réexplication de la question ou j'ai besoin d'une reformulation, par exemple. Donc, un seul type de RIC, en fait, qui puisse interroger tous les différents domaines. Pour simplifier, disons qu'en fait, dès qu'il y a un organe de l'État qui peut intervenir dans un domaine, par exemple l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'exécutif, dès qu'il y a un organe de l'État qui peut prendre une décision, on doit pouvoir agir dans ce même domaine par RIC. Et donc, en conséquence, sur la distinction de niveau national et local, en fait, on n'a pas de différence sur le principe du RIC, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire un RIC au niveau local de la même manière qu'au niveau national, et simplement que le champ de compétences va être différent. Par exemple, la commune va pouvoir intervenir en matière d'eau, en matière de ramassage des déchets, par exemple. Toutes les matières qui sont attribuées à la commune doivent pouvoir donner lieu à un RIC. Et de la même manière, au niveau national, toutes les matières qui relèvent de l'État doivent pouvoir donner lieu à un RIC au niveau national. Donc ça peut être, par exemple, je pense beaucoup à l'armée, à la diplomatie, c'est des compétences qui ne peuvent pas être exercées au niveau de la commune. Tout ce qui appartient à un échelon, à un découpage administratif, doit pouvoir être discuté par RIC. La différence qu'on pourra avoir, du coup, c'est pas sur le principe de fonctionnement, ça va être sur les chiffres, les seuils, les proportions. Par exemple, si on décide d'instituer des personnes qui vont être chargées de contrôler les résultats du vote qu'on va tirer au sort, on n'aura évidemment pas le même nombre pour un vote au niveau national que pour un vote au niveau communal. Donc, pas de différence de protocole, même schéma, même cheminement. Les mêmes phases, par exemple, quand on va dire qu'il y aura une phase de proposition, de discussion, de vote, on aura exactement les mêmes phases. C'est simplement peut-être la durée de chaque phase qui va être différente ou le nombre de personnes qui vont assurer le contrôle qui vont être différentes, mais on veut avoir le même schéma au niveau local et au niveau national. Ça permettra aussi aux gens de s'approprier l'outil plus facilement. Comme ça, ils auront un schéma très précis en tête. Ils auront juste à faire la différence selon l'échelon où ils se trouvent. On est évidemment pour le révocatoire. On a par contre essayé de prendre en compte un élément. Faisons la comparaison avec un procès, par exemple. On a un homme politique qui prend une décision qui ne nous convient pas. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir le faire partir sans avoir eu aucune discussion, ni sans lui avoir donné l'occasion de se défendre. Donc, ce qu'on voudrait proposer, c'est que la personne qui veut initier la procédure révocatoire motive sa proposition. Elle donne un motif, elle donne une raison, elle explique. Par exemple, je considère qu'il y a eu une trahison, donc un cas flagrant, peut-être, ça serait
un cas vraiment flagrant typique en cas de guerre, un président qui fait passer une partie de l'armée ou du matériel militaire à l'ennemi, par exemple, ce serait un cas flagrant. L'idée, c'est que la personne qui va demander la révocation donne un argument pour ça, un peu comme pour les cours d'assises. Les membres de la cour d'assises vont pas voter directement pour la culpabilité et la peine, elles vont devoir répondre à des questions intermédiaires, par exemple sur la préméditation, etc. On donne un motif précis pour qu'il puisse y avoir un débat, un argumentaire, et que l'élu ou le responsable puisse se défendre tout simplement, parce que si ça se trouve, ça peut être une chose qui a mal été comprise, et c'est dommage de révoquer un élu sur simplement une incompréhension. Et un autre exemple aussi, celui que beaucoup de gens ont en tête, notamment dans les Gilets jaunes, pardon, ceux qui s'intéressent au RIC, c'est l'exemple du non au traité constitutionnel de 2005. Ce serait un exemple intéressant, par exemple, si par référendum, les Français se prononcent contre une réforme et qu'elle est adoptée d'une manière détournée quelques années après, ça peut typiquement être le cas ça peut typiquement constituer un motif éventuellement de trahison ou de détournement du vote qui pourrait être utilisé. Point de vue, donc, il est très tranché. On considère que c'est simplement à des individus, donc en droit ce qu'on appelle des personnes physiques, c'est-à-dire un être humain, une personne, qui peut proposer l'initiative. Pourquoi seulement des personnes physiques? Alors, l'idée, c'est d'écarter tout ce qui est les entités, les constructions juridiques, écarter tout ce qui peut être une entreprise, une société, une association, pour deux raisons principales. Tout d'abord, on connaît le poids très important des lobbyistes. En évitant qu'on ait une grosse structure comme une entreprise ou des groupes internationaux, des filiales qui lancent le RIC, on essaie de les mettre un petit peu à distance, on essaie de limiter l'influence de ces groupes d'intérêt. Et également, responsabilité individuelle, l'absence d'anonymat, c'est-à-dire que la personne qui vote, tout simplement, va donner son nom, elle va prendre position dans le débat public à un moment donné, ce qui nous permettra aussi de vérifier qu'elle ne change pas de position de manière opportuniste aussi. Et l'idée, je pense beaucoup aux associations. Il y a des gens, je pense, qui pourraient défendre une initiative par une association. Mais le problème, c'est que pour une association, mettons, qui compte 100 membres, si le mode de désignation du président ou du bureau de l'association n'est pas très démocratique ou n'est pas parfait, on veut éviter qu'il y ait des personnes qui se trouvent engagées par le vote de quelques-unes au nom de la structure. Donc, on prend uniquement des personnes physiques qui agissent en leur nom. Et si on a une association avec 30 personnes, et chaque personne va soutenir l'initiative, va se grouper, mais va joindre signature, mais les 30 signatures seront individuelles. Et en ce qui concerne la limitation, on propose de retenir l'idée d'un seuil d'âge qui est reconnu socialement. Donc aujourd'hui, typiquement, la majorité est fixée à 18 ans, mais ça pourrait être à débattre. En tout cas, on veut garder ce principe de seuil, ce principe de limitation. Après, on pourra prendre en compte le discernement, etc., mais on veut garder ce principe-là. Et également, on trouve essentiel d'exclure cette possibilité de participer, de voter ou de proposer pour les personnes qui ont un discernement affecté de manière très importante. Quelqu'un qui, à cause de la vieillesse, d'une déficience mentale ou autre, ne serait pas capable tout simplement de savoir aujourd'hui quels hommes politiques sont aux responsabilités. Par exemple, des gens qui se croient encore sous Valéry Giscard d'Estaing, ça nous semble compliqué de les laisser participer à un vote comme ça. Donc, l'idée, c'est pas d'écarter les personnes qui auraient des difficultés uniquement physiques, c'est simplement les gens qui auraient du mal à comprendre les enjeux. On trouve que ça poserait un problème de les laisser voter. Et également, d'autres débats pourraient avoir lieu. Donc là, c'est pas tranché, mais on lance juste l'argument pour le débat sur la question des personnes détenues. Dans le cadre du grand débat, par exemple, il y avait la question de faire participer ou pas les personnes détenues. Dans certains pays, comme en Angleterre, pendant longtemps, ils n'ont pas voulu leur reconnaître le droit de vote du fait qu'ils étaient enfermés. Donc, c'est un débat à soulever. Et une autre catégorie, encore, les personnes qui sont déchues de leurs droits civiques, droits de vote, droits familiaux, etc. Il faudra peut-être les prendre en compte aussi pour retirer ce droit-là dans ces cas particuliers. L'idée, c'est donc du RIC en toute matière, c'est de pouvoir intervenir sur tous les sujets sans restriction, en vertu du principe selon lequel le peuple est souverain. De mon point de vue, il y a quand même quelques domaines où on doit avoir quand même une réflexion. Donc vraiment, l'idée, c'est de soutenir le RIC en toute matière le plus large possible. Mais dans certains cas particuliers, il peut y avoir des difficultés. Je pense par exemple à une affaire judiciaire
dans la mesure où on va laisser la compétence à un juge ou un jury de soutien tiré au sort de prendre une décision dans une affaire, il peut y avoir un problème à concilier cette décision judiciaire avec un RIC qui pourrait venir la remettre en cause ensuite. Donc il faut prendre en compte ce genre d'éléments, mais l'idée c'est de trouver le mécanisme qui donne la plus grande liberté d'action au peuple, par exemple. On peut prendre encore dans les exemples qu'on a connus avec les violences subies par les Gilets jaunes, le cas des enquêtes qui tardent à être ouvertes ou des instructions qui tardent à être ouvertes. Ça peut être typiquement le genre de sujet judiciaire où le fait de forcer l'ouverture d'une instruction pourrait être pertinent. Et après, dans la question du jugement des personnes qui passent devant un tribunal ou une cour d'assises, il faudra voir comment on compte articuler le cas de ces personnes-là avec le RIC en toute matière. Et l'idée, c'est vraiment l'idée selon laquelle le peuple est souverain, donc pas de limitation, pas de limite en termes de réforme de la Constitution, même s'il y a bien un seul groupe de personnes qui doit pouvoir décider de réformer la Constitution, ça doit bien être les gens par référendum et surtout pas des élus. Traités internationaux, même chose. Fiscalité, si on n'a pas la fiscalité, le vote ne sert à rien. Donc, droits fondamentaux, de la même manière, avec un débat long et un débat de qualité, il n'y a pas de raison qu'on écarte ces sujets. La seule précision qu'on peut donner, par exemple, c'est que donc, tous les sujets peuvent être concernés, mais les gens peuvent décider par RIC que pour des sujets sensibles, par exemple la révocation des élus, on pourrait exiger plus que la majorité, par exemple, peut-être 60%, 70%. Mais en tout cas, tous les sujets doivent pouvoir être concernés. Pour recueillir les propositions, on propose de procéder à un tirage au sort avec une ou plusieurs personnes selon la taille de la circonscription qui serait chargée de les recueillir. Pas de limite temporelle, donc à n'importe quel moment, on peut faire une proposition de RIC. On propose de retenir un document papier qui sera déposé en mairie, quitte à prévoir un formulaire en ligne qu'on puisse imprimer et remplir, pour éviter toutes les manipulations qui sont liées au système informatique. On sait qu'en termes de sécurité, le papier est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sûr. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ce serait intéressant de prévoir des sortes de tournées, par exemple des notaires ou des huissiers, des personnes dont l'indépendance est garantie, qui se rendent chez les gens qui ont du mal à se déplacer pour recueillir leur signature, mais uniquement du papier. Et pour le soutien des initiatives, du coup, donc, dès qu'une initiative est proposée, elle sera publiée donc, par divers moyens, Internet, télévision. Et les gens qui souhaitent la soutenir iront déposer auprès des personnes qui vont recueillir ces propositions, qui sont tirées au sort, les personnes vont aller déposer leur soutien par un formulaire papier de la même manière. Pour la valider, en fait, l'idée qui semble la plus simple, c'est celle de définir un seuil. Donc, par exemple, n'importe qui peut lancer une proposition en allant poser sa proposition papier auprès des personnes qui sont tirées au sort. La validation serait opérée à partir d'un seuil, donc mettons peut-être seuil à débattre encore peut-être 5%, 10%. Et dès que ce seuil serait atteint, de manière automatique, la proposition va donner lieu à un RIC. Les gens qui sont tirés au sort ne vont pas interpréter, elles ne vont pas donner leur avis, elles se contentent de compter les propositions, les soutiens qui sont donnés, et dès que le seuil est atteint, elles font office de calculatrice, en fait, elles donnent le chiffre et le RIC est lancé. Donc dès que ce seuil est atteint, la proposition donnerait lieu à un RIC. Et en ce qui concerne les interventions de représentants de l'État ou n'importe quelle autre personne, aucun pouvoir de blocage. À partir du moment où le nombre est recueilli, la proposition donne lieu à la phase de débat et au vote. Aucune restriction à prévoir, toute personne peut venir mener cette campagne. Donc, on peut encore faire la différence personne physique et construction juridique, personne morale, association. Pour les personnes physiques, n'importe qui peut venir la mener, comme pendant la campagne de 2005 sur le traité constitutionnel, on a vu qu'en faisant en sorte de ne pas passer par les partis, en demandant à chaque personne individuellement, on peut avoir des alliances assez hétéroclites de gens qui vont se retrouver sur un point commun. Donc, pas de limitation en ce qui concerne les individus. Et en ce qui concerne les personnes morales, c'est une chose qui est à débattre encore.
L'idée, c'est qu'elles vont toujours trouver un moyen de soutenir de manière détournée la campagne qui sera mise en œuvre. Donc, peut-être prévoir des règles qui leur interdisent d'intervenir directement, mais c'est encore quelque chose qui va être à débattre. Pour mener cette campagne, donc différentes propositions, des débats contradictoires avec des débats qui vont se dérouler en plusieurs temps pour que des personnes qui vont venir faire leurs exposés, donner leur expertise, puissent se répondre en échangeant leurs arguments. On peut faire une comparaison avec le fonctionnement des avocats, par exemple. Pendant un procès, les avocats font la liste de leurs arguments dans leurs conclusions, se les échangent et se répondent. Comme ça, on peut voir comment chaque argument est utilisé, ce qu'il vaut, quelles réponses on lui amène. Pour la durée, pour permettre tous ces débats et la consultation des experts, on envisageait une durée de 6 mois au niveau local, de 18 mois au niveau national. L'ensemble de la campagne sera sera financé entièrement par des fonds publics qui vont être répartis de manière égalitaire entre les personnes qui vont défendre une proposition et celles qui vont en défendre le contraire. En termes de contrôle, on a ce principe de personnes tirées au sort avec une commission donc indépendante de celle qui va recueillir les différentes signatures, les propositions, les soutiens. Cette commission indépendante, du coup, aura cet office-là de sanctionner les abus, de les caractériser, de les sanctionner. Et pour les médias, donc le plus gros arsenal possible, donc créer une chaîne de télévision spéciale dédiée au RIC, peut-être une chaîne de radio aussi, évidemment des sites internet, utiliser la presse régionale. Et je pensais également aller chercher les gens là où ils se trouvent, par exemple en période de RIC, lorsqu'un RIC une discussion doit être menée. Toutes les chaînes de télévision doivent, pendant 1 heure le soir et 1 heure de grande écoute, afficher un bandeau. Sur tel canal, telle chaîne, actuellement, il y a un débat à la campagne pour le RIC. Sur tel thème, vous pouvez vous rendre sur cette chaîne et voir quels sont les arguments qui sont discutés. On peut imaginer de la même manière sur les sites internet qui ont une très grande écoute, par exemple YouTube ou Google, un petit carré, un bandeau, il y en a plein qui sont publicitaires, et on en aurait un qui serait réservé au RIC pour aller chercher les gens là où ils sont et leur dire venez consulter la chaîne en question. Sur ces modalités, donc il y a beaucoup de choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc définition d'un seuil qui est reconnu socialement. Donc aujourd'hui, l'âge légal 18 ans par exemple, qui possède ses droits civiques et qui ne fait pas l'objet des interdictions qu'on aura pu décider, donc on a mentionné pour les premières questions. Également les personnes qui possèdent, pour trouver un document officiel, on peut dire toute personne qui possède une carte d'identité nationale. Pour fixer la date du vote, donc on aurait ces personnes indépendantes qui sont tirées au sort. Donc, de préférence, il faudrait trouver des personnes qui seraient pas les mêmes pour collecter les votes et pour assurer le contrôle et pour lancer le calendrier. Le vote, donc, le jour du vote, le vote aurait lieu physiquement, c'est-à-dire que les gens sont invités à se déplacer. On propose de faire un vote sur 3 jours consécutifs, donc par exemple samedi, dimanche, lundi. C'est l'expérience qu'on avait eue ici à Saint-Clair-du-Rhône en prenant une plage large comme ça. On se rend compte qu'en fait, on touche à peu près toutes les catégories de la population qui souhaite venir voter. Pas de restriction en ce qui concerne le vote. Une fois que le vote est lancé, il doit avoir lieu. Il n'y a pas d'intervention possible. Oui, possibilité de regrouper plusieurs questions. Il n'y a pas de problème sur ça. Du moment que les questions apparaissent bien distinctes les unes des autres, quand les gens se déplacent, autant les faire venir et voter sur toutes les questions. Et en termes de mode de scrutin, donc je me réfère encore une fois à la proposition qui avait été faite par Mike TDI. Quatre réponses possibles. Oui, non, blanc, gris. Oui, donc je suis d'accord avec la question posée en l'état. Non, je ne suis pas d'accord avec la question posée. Blanc, pas d'avis particulier. Je viens participer, mais je n'ai pas d'avis particulier. Et un 4e vote qui serait un vote gris pour dire que la personne trouve la question intéressante, mais elle voudrait se la voir réexpliquer ou elle voudrait la voir reformulée. Les expériences locales qui ont été menées montrent qu'en fait, sur des sujets, même chez les Gilets jaunes, des sujets comme le SMIC, la majorité des gens, sur l'augmentation du SMIC, voteraient plutôt gris parce qu'elles estiment avoir besoin de beaucoup d'informations, de faire venir des experts. Donc, avec cette nuance-là, oui, non, blanc, gris, on a une décision très, très précise et très intéressante.
Dans l'hypothèse où on retient un seuil, comme on l'a proposé précédemment, dès que le seuil est atteint, le référendum est validé. La question du quorum est intéressante, c'est encore à débattre. En fait, il y a les pour et les contre. Ceux qui défendent l'absence de quorum disent que ça va pousser les gens à se mobiliser pour venir voter, puisque très peu de gens pourraient faire adopter une loi, une réforme importante. L'autre position, c'est de dire que cette possibilité-là est dangereuse, que les gens, au moins dans un premier temps, vont pas avoir vraiment l'habitude, la spontanéité qui va les amener à venir voter, et donc il y a un risque vraiment d'une forme de tyrannie de la minorité. C'est quelque chose à débattre sur le quorum encore, mais il faut prendre en compte ces deux éléments-là quand ce sera tranché. En cas de succès, donc, lorsque le référendum est adopté, sa valeur en fait dépend du domaine dans lequel il relève. Par exemple, si le référendum concerne un sujet législatif, il a valeur de loi. S'il concerne un domaine constitutionnel, il a valeur constitutionnelle, etc. En termes de promulgation, donc une fois que la réponse a été donnée, c'est une question administrative. Le projet de loi va être rédigé, va être formalisé dans les semaines, dans le mois qui vont suivre le vote. Dans la mesure où un débat aura déjà été fait sur la question qui va être posée, il y a l'essentiel des éléments qui vont déjà avoir pu être soulevés et proposés, avec peut-être déjà des tournures, des articles qui auront déjà pu être proposés. Les institutions européennes, ça oui, c'est une bonne question aussi. Non, on a dit tout à l'heure qu'aucun organe ne peut intervenir pour empêcher la reconnaissance du vote, donc pas plus une européenne que n'importe quelle autre organisation. De toute façon, dans la mesure où nous sommes un pays souverain, c'est à nous de décider ce genre de choses, et il n'y a pas de force à laquelle on puisse reconnaître l'autorisation d'empêcher cela. Et enfin, sur la question du délai, alors ça nous semble un problème de prévoir. Imaginons qu'une question, à la suite d'une question, les gens répondent non. Ça nous semble un problème de dire que, par exemple, pendant un an, on n'aura pas le droit de réintervenir sur cette question. Il faudrait plutôt prendre en compte l'évolution de la participation. Par exemple, si on pose une question dans un premier temps, que très peu de gens viennent, par exemple 10% de gens participent et puis 51% disent non, la question est rejetée. Un an plus tard, on se rend compte qu'en fait, toute la France se rend compte qu'en fait la proposition était essentielle parce que la situation a changé et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre encore des années que le délai soit écoulé. Si la mobilisation est beaucoup plus forte, par exemple on passe de 10% à 40 ou 45% de gens qui demandent un RIC, alors il faut faire en sorte que ce RIC puisse avoir lieu. Donc pas de délai de blocage. Et en cas de refus? Et en cas de refus, la proposition est rejetée, tout simplement. Un premier aspect qu'on a évoqué déjà brièvement, donc prise en charge financière par l'État, limiter vraiment au maximum la contribution financière qui peut être faite par les particuliers, ou alors on peut en tolérer, mais une très légère, mais de l'ordre par exemple de 100 €, pas plus, parce qu'on voit que même avec la présidentielle, avec un CA 7500 €, on a 200 personnes qui peuvent donner des millions à une campagne, donc prise en charge financière par l'État. Également, comme on l'a mentionné, un groupe de tirés au sort comme il y a un groupe de tirés au sort qui va gérer le suivi du RIC, on aurait un groupe de citoyens tirés au sort qui serait chargé de surveiller les dérives des médias en cas de ce qu'on appelle des fake news, donc des informations fausses qui sont propagées de manière délibérée et prouvée. On aurait ce groupe de tirés au sort qui serait chargé d'enquêter sur ces informations et de sanctionner les personnes qui ont donné ces fausses informations, avec des sanctions pénales qu'on pourrait envisager. On pourrait créer un délit, justement, dès le moment où on sait que l'information était mauvaise et a été diffusée de manière délibérée, on pourrait la sanctionner. On va voir aussi au fur et à mesure d'Éric, il y aura sûrement des choses à améliorer, mais ça pourrait se faire au fur et à mesure. Et on pourrait penser, alors dans l'aspect vraiment répressif, donc renforcer les sanctions en cas de condamnation pour corruption, mettre en place l'inéligibilité à vie en cas de récidive pour déjà limiter un peu les doutes qu'il peut y avoir sur l'intégrité des personnes qui prennent part au débat. Et enfin, quand on pense aux enquêtes de police, par exemple, quand il y a un meurtre ou un vol, on a un délit qui existe qui s'appelle la subornation de témoin. C'est le fait d'aller voir une personne pour lui faire produire un avis ou des informations qui sont fausses. On pourrait imaginer un délit de subornation de votants, par exemple, et prouver que lorsqu'il y a des achats de voix ou des manipulations ou des menaces,
on puisse avoir une infraction pénale donc à définir, mais mettons 3 ans de prison incompressible sans réduction de peine pour une subornation de votants, ça peut être une sanction assez dissuasive quand même. Donc, élus et gouvernements en fait, se contentent de mettre en application ce qui a été décidé par la voie du RIC, puisque le RIC sert justement à mettre une limite à ce qu'on appelle la démocratie représentative, tout en restant dans la constitution actuelle, qu'on amende légèrement. On permet une transition qui permet aux gens d'intervenir directement sans forcément créer des peurs très importantes, sans forcément mettre tout le système par terre. Et on donne une possibilité donc aux gens d'intervenir directement sur tous les sujets qui les concernent. L'outil doit permettre en réalité une vraie démocratie. C'est pour ça que le terme démocratie représentative pose un peu problème. Dans la mesure où la démocratie, c'est permettre aux gens de décider, d'avoir le pouvoir. Ils prennent une décision, la chose est faite et appliquée en l'état. C'est l'objectif principal du RIC. Et également, le RIC, en fait, contrairement à tous les arguments qui sont utilisés contre lui, qui sous-entendent qu'il y aura une instabilité ou qu'il y aura des tensions sociales fortes ou des risques pour les libertés individuelles, le RIC, en fait, est un remède à tout ça. Puisque dans la mesure où on organise un débat très long avec beaucoup d'expertise, beaucoup de confrontations, après 18 mois, les gens qui ont débattu pendant très longtemps seront beaucoup plus susceptibles de s'en remettre à ce qui était décidé en collectivité. Moi, je prendrai l'exemple du mariage pour tous. Beaucoup de gens, en fait, sont restés très crispés, très tendus sur ces questions parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas pu s'exprimer, tout simplement. Tandis que si on avait eu 18 mois de débat, ils auraient pu se dire plus facilement, bon, j'ai eu le temps de faire valoir tous mes arguments, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais en l'état, les gens ne sont pas d'accord. Au contraire, c'est plutôt un outil qui ferait diminuer les tensions sociales. Et de la même manière, pour les libertés individuelles, aujourd'hui, on a peur qu'elles soient remises en cause, mais cette peur, en fait, crée une vraie insécurité. On sait que selon les gens qui vont être élus, et même actuellement d'ailleurs, on n'a aucune garantie que ces libertés soient respectées ou qu'on ne revienne pas dessus petit à petit avec des lois scélérates. En ayant un RIC, justement, en ayant prévu un débat très long, les gens qui se seront entendus pour sanctuariser une valeur seront beaucoup plus certains que cette liberté fondamentale ne sera pas remise en cause. Ça ne dépend pas de l'avis de 9 personnes dans une cour de justice qui pourra changer d'avis selon sa composition. Il y aura de la stabilité et des libertés qui seront vraiment chevillées au corps de tous les Français. Dans un premier temps, il va falloir étudier tout ce qui est incitation pour pousser les gens à aller voter, puisque ça ne va pas se faire naturellement au début. C'est comme lorsqu'on a mis le suffrage universel au tout début, quelque temps après le début de la Révolution. Les gens, en fait, ne s'approprient pas l'outil tout de suite, donc il faudra les y inciter. Par exemple, ça pourrait se faire au terme d'un crédit d'impôt ou peut-être d'une obligation plus contraignante, par exemple une sanction financière, mais ce serait plus intéressant de privilégier tout ce qui est élément positif, on va dire, peut-être un crédit d'impôt, des choses qui seraient incitatives et qui seraient perçues par les gens comme quelque chose de sympathique plutôt que comme une contrainte ou une restriction. Et également, il faut prendre en compte vraiment toutes les remarques, pas seulement des militants, mais aussi des habitants qui se trouvent dans les pays où le RIC est déjà expérimenté. Par exemple, en Suisse, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont donné 2 éléments principaux, 2 choses sur lesquelles il faut être très attentif. Sur le financement, puisque lorsque le financement n'est pas garanti intégralement par l'État, c'est évidemment ceux qui ont le plus de moyens financiers qui vont financer la campagne. Et donc, comme d'habitude, c'est celui qui pourra matraquer le plus facilement l'opinion avec la publicité, avec Internet, avec la télévision, pardon, qui pourra faire valoir sa proposition. Donc, en termes de financement, il faut sortir ça du privé absolument. Et la deuxième difficulté qui a été donnée, c'est le contrôle des médias et des partis politiques, puisque même si on arrive à les mettre un peu à l'écart, ils vont conserver un rôle encore important, notamment les partis politiques. Un exemple typique en Suisse, on a des ministres, des élus qui vont mentir sur un sujet pour instiller une peur, un doute dans la population. Et le contrôle, la sanction de ces mensonges et de ces personnes va intervenir beaucoup trop tardivement. Le vote aura déjà eu lieu, ainsi que tous les débats, et la personne va être condamnée 5 ans après. Donc le problème, c'est que la sanction n'est pas assez dissuasive et n'est pas assez rapide pour permettre que le débat ait lieu dans les meilleures conditions. Donc 2 exemples, par exemple, à prendre en compte.
RIC qui sera décidé par les Français, il sera bien qu'il soit inscrit dans la Constitution et que seul cet article puisse être modifié par un RIC demandé et approuvé par tous les Français également. Concernant la mise en place du RIC, nous, ici à Saint-Clair-du-Rhône, nous avons notre légitimité à parler du RIC pour l'avoir nous-mêmes réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Initiative citoyenne. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est à notre initiative. Donc, il faut s'emparer de cette mesure. Et ne serait-ce qu'à l'écriture, comme là on fait aujourd'hui au travers des auditions de plusieurs personnes qui ont réfléchi à la question. Donc, à écrire nous-mêmes cette mesure, mais nous-mêmes à l'organiser. C'est en pratiquant qu'on se rend compte justement du potentiel de cette mesure et donc de pratiquer un RIC, surtout dans ces temps-là où on a des élections importantes qui arrivent, les municipales 2020. J'aimerais mettre en avant justement une petite stratégie. Pour ces municipales, donc en avril 2020, nous proposons de réaliser un RIC. D'abord, déterminer la question du RIC, c'est primordial. Pour ça, on réalise un petit sondage. On va à la sortie de nos écoles, sur nos troncs-points, au marché, et on pose la question aux gens localement. Si vous deviez interroger l'ensemble de la population sur une question, quelle serait-elle? On essaie de déterminer la question locale qui focalise l'attention. Une fois qu'on a cette question locale, on va ajouter à cette question locale une question nationale pour bien montrer que le RIC, il peut se discuter et il peut se pratiquer à différents échelons, national y compris local. Une fois que vous avez ces deux questions, donc la nationale qui pourrait être: êtes-vous favorable à l'instauration du RIC en toute matière, oui, non, blanc, dans la Constitution, en remplacement de l'article 3. Et puis à côté de ça, la question locale qui pourrait: êtes-vous favorable à la suppression d'une classe dans l'école? Êtes-vous favorable à l'installation d'une antenne 5G? Êtes-vous favorable au vote de tel budget? Bref, on détermine dans notre commune la question qui fait polémique. Nous organisons nous-mêmes le RIC. Pour ça, on obtient une urne, on essaie d'avoir un huissier gratuitement. Il faut savoir que les huissiers qui soutiennent cette mesure le font gratuitement. Donc, pour venir authentifier cette procédure, un isoloir, une urne. On n'a pas besoin de l'accord du maire. Si on l'a, tant mieux, parce qu'on va faciliter à avoir les salles. On réalise notre RIC. Une chose très importante également, on déclenche tout ça avec une conférence de presse. La presse va aimer cette initiative qui va mettre au devant un problème et que la population va être soumise au référendum pour répondre à ce problème. Donc la presse devrait suivre justement ce genre d'initiative. On réalise notre référendum. Une fois qu'on a ce résultat, donc on a des listes électorales avec dessus les gens qui sont venus émerger en disant oui, je suis venu participer à donner mon avis. Eh ben, ces gens-là, pour moi, de la commune, c'est des gens qui sont à même de vouloir s'impliquer pour la prise de décision. Reste à nous maintenant de les réunir, ces gens-là, donc soit par une fête, comme on a marqué ici la fête des RIC, donc une fête, ou bien une réunion, ou bien refaire du porte-à-porte pour aller leur parler et leur dire, pour l'instant, on n'a peut-être pas encore le RIC national, mais avant tout, ça serait peut-être très bien de l'avoir au niveau local pour pouvoir prendre part aux décisions importantes de notre quotidien. Et donc, on va vous proposer, à nous tous, là, on a un gros collectif, on va nous proposer de rédiger ensemble la constitution communale. La constitution communale, c'est le texte des règles qui régissent notre fonctionnement au niveau de la commune. Libre à nous d'instaurer le RIC communal comme nous l'entendons. Libre à nous d'instaurer les règles pour désigner notre maire, pour lui fixer son mandat, comment on peut le révoquer en mi-mandat. Écrivons nous-mêmes ces règles. On a plusieurs mois à l'avance pour constituer justement ces collectifs. Au fur et à mesure, on va essayer de faire grossir nos rangs en allant porte-à-porte chercher les gens. Venez, regardez, on est en train de faire une démocratie participative. Vous avez votre mot à dire. Impliquez-vous et plus on sera nombreux, moins ça prendra de temps en fait. On va diluer le pouvoir. Et puis petit à petit, on va être amené jusqu'à proposer une liste participative
pour les municipales 2020. Alors, cette liste participative, un petit peu sur le modèle de Saillant, dans la Drôme, qui en 2014 a pris sa mairie, nous allons donc proposer une liste participative et elle a deux possibilités. Soit nous remportons la mairie, et alors là, une mairie qui est administrée par des citoyens avec les règles qu'ils ont eux-mêmes écrites, ou bien cette liste aura, quoi qu'il en soit, du poids pour pouvoir négocier. Et donc peut-être imposer un rite local ou d'autres mesures. Et puis, sachez que on est de nombreuses mairies à obtenir des fonctionnements citoyens. Pensez à 2022, lorsqu'il faudra soutenir un candidat issu du peuple pour les présidentielles 2022. Lorsqu'il faudra obtenir ces parrainages, toutes ces communes-là pourront justement faire monter un candidat issu du peuple.